IDFM 98 de la bande FM. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On va avoir un esprit ce soir, un esprit viking avec Oleg de Normandie. Bonsoir Oleg. Bonsoir Joël. On va se poser la question ce soir des Atlantes et des Vikings. Alors d'abord Oleg, j'aimerais savoir, tu es tout jeune, pourquoi tu t'es intéressé à toute cette partie de l'histoire? Tout simplement parce que je dirais que je suis quelqu'un qui est un penseur indépendant. Donc déjà je me suis aperçu assez rapidement que il y avait beaucoup de choses qui étaient enseignées et qui n'étaient pas nécessairement vraies. Et j'ai rapidement perçu qu'il y avait des influences idéologiques, politiques dans l'histoire. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder l'histoire avec un œil critique. Et si moi, j'ai été chercher dans cette direction, effectivement, on va parler des Vikings, c'est parce que je suis normand et que j'ai donc des ancêtres vikings. Et j'avais, c'est vrai, un peu de mal à me les imaginer aussi barbares qu'on les prétend. Et de ce fait, j'ai creusé un peu plus que n'importe qui. Et de là, j'ai trouvé le poteau rose. Alors, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Pagans TV. Voilà. Et sur laquelle aussi tu proposes un livre en PDF gratuit ou qu'on peut acheter. Ce livre s'appelle Près de l'Atlantide de Jürgen Spanut. Donc c'est un livre que j'ai réédité avec joie puisqu'il n'était pas du tout promu, il n'y avait plus vraiment d'édition qu'il proposait et c'est un livre d'une très très grande valeur qui m'avait été conseillé par Pierre d'Ortiguier. J'ai eu le plaisir de compléter ce livre avec les découvertes les plus récentes, mais les découvertes de M. Spanut sont déjà amplement suffisantes pour démontrer l'emplacement de l'Atlantide, celui de Platon, évidemment parce que l'Atlantide, on parle d'ancienne civilisation. Ce n'est pas une seule île à un seul endroit, c'est très vaste, mais celui de Platon, qui est le plus célèbre, Jürgen Spanut l'a retrouvé avec précision. Et donc effectivement, j'ai tenu également à proposer une version gratuite en PDF pour remettre l'information à portée de tout le monde parce que c'est capital, on va le voir. Alors c'était qui ce Jürgen Spanut? C'était un chercheur, un archéologue qui a travaillé toute sa vie sur le sujet de la science. Il doit être assez contesté, non? Ah oui, tout à fait. Il est évidemment contesté, puisque s'il n'était pas, on aurait entériné l'Atlantide autour de ce monsieur et des découvertes qui vont autour. Oui, il est évidemment contesté, puisque la France et l'Occident d'une manière générale, mais plus particulièrement la France, il faut tout de même le souligner, vire malheureusement vers un bolchevisme. Il est très très difficile de sortir de l'idéologie décrétée par les universitaires et les académies. Il y a vraiment un lobby politico-religieux qui, depuis très longtemps déjà, a infiltré l'éducation. Et c'est pas pour rien si aujourd'hui on revoit le retour des religions abrahamiques, le retour de la censure, le retour des tabous. C'est un travail de longue haleine. Et l'Atlantide est une clé pour démontrer et faire voler toute cette histoire de paille qu'on nous vend pour, malheureusement, parce que c'est ça aussi le projet, installer un système encore plus performant de totalitarisme. Ce Jürgen Spanut, il est mort en 98 à l'âge de 91 ans. Il était pasteur protestant quand même, donc il était croyant quelque part, cet homme. Alors, Jürgen Spanut, il était chrétien protestant, pasteur apparemment. Oui, il était pasteur. Alors, fin de la plus grande occultation de tous les temps, donc l'esprit viking, enrichi par la pilule verte. C'est quoi cette pilule verte? Alors, la pilule verte, c'est une série de vidéos que je me suis appliqué à très très bien réaliser. Une série de vidéos qui a fait plusieurs centaines de milliers de vues. Mon audience globale depuis que je suis sur YouTube atteint plusieurs millions de vues. Malheureusement, je n'ai pas été interviewé par aucun média jusqu'ici. Tu es le premier média et je salue donc ton initiative. Parce que comme je te le disais, ça dérange jusque dans les médias internet qui sont eux aussi très très, on va dire, politiquement corrects. Et donc fin de la parenthèse, mais il faut le dire, c'est très important. La pilule verte, si tu veux, c'est basé sur pourquoi j'ai appelé ça vert. C'est que j'ai repris également les travaux d'Alan Butler et de Sylvain Tristan sur les méridiens verts et le travaux d'autres chercheurs indépendants. Il y en a pas mal, je ne vais pas tous les citer.
qui nous montre en fait tout simplement grâce au positionnement géographique GPS, parce que tu sais aujourd'hui qu'on peut facilement les retrouver grâce à Google Maps. Et il y a en fait des positionnements géométriques, il y a des méridiens verts, c'est une sorte de grille de méridiens, évidemment c'est pas nos méridiens à nous modernes, c'est une autre grille de méridiens sur laquelle tu vas retrouver des sites d'une très très grande importance, les plus beaux sites en fait du monde, les 7 merveilles du monde sont connectés sur ce réseau. Je suis pas nul qui ignorait tout ça, mais ça ne fait que confirmer le positionnement de l'Atlantide de Spanut, la fameuse île capitale, puisqu'elle est en plein sur ce méridien. Donc ça, Jürgen Spanut, je ne savais pas, mais aujourd'hui, avec les dernières recherches, ça permet de corroborer encore plus les déjà innombrables preuves à l'appui pour localiser cette Atlantide européenne et plutôt nordique, mais globalement très européenne, mondiale aussi. Mais c'est vrai que ce qui est très occulté chez nous, c'est justement ce qu'il y avait sur notre terre, ce qui a été construit par nos ancêtres. Il y a une énorme occultation de tout ce qui va être Atlantide sur l'Europe occidentale. On en parle un peu plus quand c'est loin, mais en Europe occidentale, il y a une vraie omerta terrible contre ça, parce qu'ils ne veulent pas que les gens se réapproprient la tradition de ces Atlantes. Et ils ne veulent pas que les gens puissent se regarder autrement que par des barbares illettrés. C'est de l'ingénierie sociale, là. Oui, alors cette Atlantide, nous qui n'y connaissons rien, on dit que c'est un continent englouti, on ne sait pas trop où il est. Il y en a qui l'ont mis aux Canaries, enfin un peu partout. Mais en vérité, pour toi, tu le trouves au nord, et même ça serait une île qui aurait été engloutie, puisqu'il y a eu un tas de catastrophes. Je crois que c'est en 12 000 avant Jésus-Christ, c'est ça? L'Atlantide, en réalité, le continent de l'Atlantide, c'est l'Europe occidentale. Donc l'Europe occidentale, si on la regarde bien, effectivement, c'est une presqu'île. Il y a énormément de côtes. C'est une presqu'île, cette Europe occidentale. Donc c'est pas uniquement le nord, en fait. Ça démarre de la péninsule ibérique. Mais il faut savoir que cette Atlantide s'était également étendue jusqu'en Afrique du Nord, jusqu'en Sicile, en Sardaigne. Mais le point de départ de cette Atlantide, c'est en plein cœur de la France. Ça va être la Bretagne. Et puis ça va s'étendre vers l'Europe du Nord, vers la Scandinavie, vers la Grande-Bretagne, et puis donc vers également la péninsule ibérique. C'est le cercle de culture en fait d'une ancienne civilisation intelligente, très intelligente même, avec une autre vision du monde, une vision vraiment alternative, avec des compétences supplémentaires, et notamment toi qui t'intéresses beaucoup à l'ésotérisme et au paranormal, avec nos ancêtres atlantes, on est en plein dans les médecines magnétiques, dans l'ésotérisme, beaucoup de légendes qui nous parlent de ces géants avec des pouvoirs maléfiques. En réalité, il s'agit là de nos ancêtres qui ont été diabolisés dans la Bible, puisque on est là en fait face à une lutte religieuse intestine et surtout une intolérance totale pour l'Atlantide et ses sciences alternatives, que ce soit l'herboristerie. Un autre exemple, la fameuse chasse aux sorcières, là aussi on est en plein dedans. On a en fait des religieux catholiques qui vont massacrer en fait les dernières dépositaires de cette tradition atlante qui est en rapport avec l'ésotérisme. Et donc on a brûlé ces soi-disant sorcières qui étaient en fait des personnes qui guérissaient mieux que quiconque, avec des touchés magnétiques, avec des bains de plantes, avec des plantes. Vous voulez, les religions abrahamiques, elles, ce sont des commerçants, j'ai envie de dire, des capitalistes. Ils veulent absolument le monopole, ils veulent le contrôle total, ils ne veulent laisser aucun concurrent en vie. Et donc cette tradition de l'Atlantide, c'est la tradition des ancêtres kelto-nordiques. On dit kelto parce que c'est le vrai nom pour dire celte. Mais elle existait également chez les Hellènes, donc Pythagore, qui est appelé l'Apollon hyperboréen. Platon, évidemment, connaissait cette tradition. On a gardé de Platon que les textes qui n'ont pas été détruits par les différentes inquisitions. Mais on a également les Mésoaméricains, les Africains, principalement une médecine qui était évidemment maîtrisée donc par ces anciens kelto-nordiques, kelto-vikings, ces pseudo-sorcières, mais également donc par nos cousins asiatiques, par exemple les Hmong. J'ai un correspondant français d'origine asiatique Hmong, et il a les mêmes histoires que moi par rapport aux anciens, à savoir que ils ont communiqué avec, nos ancêtres respectifs européens et asiatiques ont communiqué, se sont enrichis de cette science de la nature. Ils étaient de parfaits amis. Et puis un jour, les empires sont arrivés. Alors eux, c'était un autre empire, nous, c'était l'Empire romain. Ils ont tout détruit
tout simplement pour mettre les gens en esclavage, quoi, pour les exploiter. Donc, et pour avoir le monopole total au niveau religieux, ils ont éradiqué en fait cette tradition de l'Atlantide, qui était également donc connue par les Mésoaméricains. Je vous rappelle que bizarrement, les Mésoaméricains se sont fait exterminer par les Espagnols catholiques. Et puis maintenant, les derniers, les Dogons du Mali, se font exterminer aussi. Tout ce qui va être science de guérison naturelle est exterminé. Donc là, il y a aussi les lobbies pharmaceutiques, évidemment, qui vont rentrer en ligne de compte. Mais c'est toujours, si vous voulez, cette logique capitaliste, ou on va dire expansionniste, impérialiste, qui veut le monopole, qui veut tout détruire, qui veut s'enrichir au maximum, et qui ne respecte pas la liberté humaine. Donc l'Atlantide, c'est vraiment une ancienne civilisation mondiale, mais avec des identités propres. Vous n'allez pas retrouver les mêmes temples en Amérique du Sud qu'en Europe, ou qu'en Égypte, ou qu'en Asie. Ouais. Ce sont des arts différents, parce que c'était des civilisations qui respectaient les identités propres. Ils respectaient la nature des choses, et c'était une civilisation pacifique qui n'a rien à voir avec la civilisation dans laquelle nous nous trouvons encore aujourd'hui. Alors, il y avait une conférence il y a très peu de temps à Caen sur les Atlantes où je suis allée. J'ai été très surprise d'apprendre que les Vikings avaient été mis en esclavage et qu'ils avaient été mis en esclavage, c'est-à-dire qu'on allait les chercher, qu'on les mettait en esclavage. Tout à fait. Alors là, il ne faut pas hésiter à regarder le travail de Bruno Dumézil, même si lui, c'est la période avant les Vikings, c'est-à-dire la période des invasions dites barbares. Tu sais qu'il y a les invasions barbares qui vont mener à l'effondrement de l'Empire romain. Monsieur Dumézil, donc fils de l'illustre Georges Dumézil, conférencier reconnu, est l'un des rares, je dirais, suffisamment courageux et intègre pour dévoiler ce genre de choses, a démontré par A plus B, fort bien démontré, que les Romains, en fait, ont toujours effectué des razzias en dehors de l'Empire. Donc, il y avait évidemment des paysans exploités, des serfs sur leurs terres, mais non moins contents de cela, ils faisaient des rafles, des razzias autour de l'Empire. Et donc, ça veut dire également en Germanie. Et donc, il y avait déjà de l'esclavage à l'époque des barbares, c'est-à-dire 3e siècle. Et c'est pour ça que les invasions barbares sont arrivées. C'est tout simplement pour empêcher ces razzias, pour une révolte face à ces rafles. Il y avait même des Gaulois qui avaient rejoint les Germains. Ça, faut le savoir. Les Gaulois étaient tellement exploités sur leurs terres en tant que serfs sous l'Empire romain qu'il y en a beaucoup qui ont fui. Ils ont pris la fuite, ils se sont mis hors la loi, ils se sont réfugiés en Germanie. Et ensuite, ils ont préparé, bien sûr, une invasion libératrice pour leurs collègues gaulois serfs, et également pour que l'Empire romain arrête de faire des razzias en Germanie. Donc ça, il faut bien comprendre. Ensuite, on passe aux invasions vikings. C'est un remake, c'est exactement le même genre de situation, sauf que dans le rôle du Romain qui fait des rafles, on a Charlemagne. Alors là, pareil, au niveau historique, gros mensonge historique, vous savez, de Charlemagne, l'empereur chrétien, il tient la première place dans nos librairies, c'est le meilleur, c'est le plus grand. En réalité, c'est surtout le plus méchant, le plus irrespectueux de la vie humaine, le plus dictateur, le plus violent. Il faut savoir que Charlemagne donc faisait des rafles en Germanie, toujours donc en Saxe. Donc il a repris, si vous voulez, cette mode des rafles et de l'esclavage, parce que sous les Mérovingiens, a priori, ça ne se produisait plus, d'accord. Et donc les Carolingiens, eux, sont vraiment très très violents, et ils vont donc reprendre les bonnes vieilles coutumes romaines de l'esclavage, de la rafle en Germanie. Et donc, une nouvelle fois, les Germains vont réagir, et ça va être des invasions vikings qui vont découler de son comportement honteux de la part du roi carolingien. Surtout qu'ils vont avoir des appuis dans l'Empire franc de Charlemagne, des appuis gaulois, puisque pour moi, ce ne sont pas encore des Français, parce que de la même façon, Charlemagne va interdire très très sévèrement toutes les pratiques dites païennes, qu'il y avait une certaine tolérance pour la médecine, pour ces choses-là, de la part des Mérovingiens, et pour ces fameuses druides. Bien lui, il va dire, voilà, les druides, etc., les sources guérisseuses, tout ça, il va l'interdire. Il va également interdire les assemblées de compagnonnage, les réunions de compagnonnage. Donc il va vraiment instaurer une dictature en Gaule franque,
en même temps qu'il va aller faire des rafles en Germanie, ce qui va donc provoquer une nouvelle alliance en fait entre des Gaulois dissidents et des nordico-germains, les Vikings et les invasions du Viking, donc qui est un remake en fait des invasions barbares, un remake plus réussi encore, plus puissant, puisque ils vont pouvoir réinstaurer beaucoup de provinces libres en Gaule franque. Ça va être un souffle sur lequel vit encore aujourd'hui le peu de démocratie qui nous reste. Ouais, parce que bon, ces Vikings, ils ont suivi la mer du Nord. Ils se sont beaucoup installés en Normandie, en Bretagne, sur les côtes basques et tout ça. Et il y a même eu un moment où il y avait, on peut dire, si j'ai bien retenu ce qui s'est passé dans cette conférence, en Normandie et en Bretagne, on peut pas dire un empire, comme on peut dire des Vikings qui étaient les chefs. Mais tout à fait, une confédération viking en Gaule, en France, très très importante, la Gascogne, la Bretagne, la Normandie. Oui, ça a été très très important. C'était à quelle époque? C'était en l'an 900, c'était au Xe siècle. La colonie bretonne n'a duré que quelques décennies. La colonie gasconne, en Gascogne, donc, a duré 130 ou 180 ans, je sais plus, 130 ans je crois. Et la colonie normande, on sait qu'elle a duré très très longtemps, hein, elle a duré 3 siècles. La Normandie perdant son indépendance en 1204 seulement. On va revenir un peu sur l'Atlantide. Donc c'est dans le Timée et Critias que Platon nous rapporte un maximum d'informations sur l'Atlantide. Donc on a quand même des informations écrites quelque part. Oui, tout à fait. On a ces écrits de Platon qui sont les meilleurs éléments qu'on a concernant cette Atlantide. C'est le texte le plus intéressant qu'on a à étudier, mais il est évident que au cours des différentes inquisitions, des textes bien plus précis et bien plus évidents ont été effacés. Il y a aussi des papyrus qu'on retrouve en Égypte. On a également ces fameux papyrus égyptiens, ces fameux textes de Médine Abou, ces fresques de Médine Abou. On oublie en fait de les mettre bout à bout avec le texte de Platon, tout simplement parce que il y a une petite erreur d'interprétation de la datation effectuée par Platon, puisque Platon, et ça c'est très très important, situe donc cette catastrophe en 9000, vers 8-9000 avant Jésus-Christ. Or, en fait, cette information lui est donnée par les prêtres égyptiens. Donc c'est Solon, le plus sage des 7 sages de la Grèce, qui va récupérer ces informations chez les prêtres égyptiens, qui lui parlent de 9000 ans. Sauf que 9000 ans égyptiens, c'est pas 9000 ans grecs. 9000 ans égyptiens, ça fait à peu près 700 ans. Et donc le déluge de cette île Atlantide de Platon, je parle bien de ce déluge-là, il est tout récent, c'est seulement 1200 avant Jésus-Christ. Seulement 1200 avant Jésus-Christ, c'est justement la période des invasions des fameux peuples de la mer qui ont envahi l'Égypte et dont les fresques et les textes papyrus égyptiens de Médine Abou sont un très très bon complément d'information, ce qui a permis donc d'identifier ces Atlantes au peuple de la mer du Nord. Ce sont en réalité des proto-vikings, hein, les Atlantes, ils ont exactement le même type d'équipement parce que la tradition de l'Atlantide est très symbolique et conserve les symboles, à savoir le casque à cornes, le bouclier rond, les bateaux avec les proues relevées, hein, qu'on appelle de façon populaire les dracars. Bon, voilà, ces peuples de la mer avaient des dracars, des casques à cornes, des boucliers ronds. Et il y a tout un tas d'autres informations et d'éléments qui sont irréfutables, hein, qui prouvent que ces peuples venaient de l'Europe, et effectivement principalement de l'Europe du Nord, puisque c'est là que se retrouvait le principal gisement d'ambre. Et l'ambre était prisé à l'égal de l'or, ce qui a fait la grandeur et la richesse de cette Atlantide nordique. C'était justement qu'ils exportaient beaucoup d'ambre en Égypte, au Pharaon, mais également en Assyrie, de par le monde, et ils l'échangeaient contre de l'or. Et c'est pourquoi, en fait, les Gaulois, qui sont les descendants directs des Atlantes, il y a beaucoup de descendants directs des Atlantes, hein, je vous dis, c'était une confédération qui s'étendait de l'Afrique du Nord jusqu'en Scandinavie. Hein. Donc les Gaulois, descendants directs des Atlantes, avaient conservé beaucoup d'or de cette Atlantide, et ils s'enterraient avec cet or-là. Et c'est pourquoi on sait que les Romains, ensuite, quand ils vont arriver en Gaule, vont profaner toutes les tombes pour récupérer l'or, alors que dans la culture gauloise atlante, cet or ne devait servir que pour décorer ou, comme je le disais,
Ensuite, il fallait l'enterrer parce que justement, il ne voulait pas rentrer dans le système capitaliste de l'argent et de l'avidité. Donc l'or, en fait, il fallait pas le garder. Il fallait en faire éventuellement des beaux bijoux, mais ensuite, il fallait chaque propriétaire d'or devait enterrer son or à son décès. Ce qui fait qu'il y avait des quantités d'or astronomiques dans les tombes gauloises et germaniques, puisque les Germains et les Gaulois, c'est le même cercle de culture, ce sont des Atlantes, tout comme les Spartiates, tout comme les Hellènes, je vous dis, il y en a beaucoup, tout comme les ancêtres de beaucoup d'Italiens, de beaucoup d'Espagnols, de certains Kabyles. Et donc bref, il y avait énormément d'or du coup dans les tombes gauloises, ça vient de l'or de l'Atlantide, ça vient de l'or échangé contre l'ambre, cet ambre qu'on trouvait à profusion donc dans le massif de l'île d'Heligoland. Donc voilà, c'est là où se trouvait cette capitale de l'Atlantide, et des quantités astronomiques d'ambre. Et bien sûr, quand l'île a sombré, bon bah là, on n'avait plus accès à cet ambre, d'où l'oubli ensuite de cette région qui était la plus riche du monde à son époque. Alors, elle se situerait où en ce moment, cette île engloutie? Dans le massif d'Heligoland, c'est-à-dire au nord-ouest de l'Allemagne, face à la péninsule danoise. Donc cette île engloutie qui serait la capitale de l'Atlantide, il y a beaucoup de parties de cette région qui ont disparu un peu au moment des catastrophes, que ce soit par l'érosion du terrain ou par les catastrophes. On dit qu'il y a une boue qui c'était pas très navigable dans ce coin-là. Oui, tout à fait. En fait, il y a eu une série de cataclysmes épouvantables qui a duré plusieurs décennies à cette période de 1200 avant Jésus-Christ. Des éruptions volcaniques qui ont provoqué des séismes d'une puissance hors du commun. On a eu une montée des eaux, on a eu un déluge surtout d'eau. Et en fait, cette île s'est enfoncée suite au séisme. C'est les séismes qui ont provoqué l'effondrement de cette île sous la mer. Et effectivement, cette zone d'Heligoland laisse un fond vaseux. Et ça, c'est ce qui est décrit par Platon dans son récit. Un fond vaseux qui, encore aujourd'hui, en 2019, rend impossible la navigation pour les navires dans cette zone. Donc, ils ont juste des petits chemins qui se sont tracés avec des flotteurs qui peuvent emprunter, mais le reste, c'est pas navigable parce que, justement, c'est le restant de cette île engloutie qui a provoqué un vent vaseux. Il n'y a pas des plongeurs qui vont voir ce qui se passe? L'équipe Hpanut y a été, ils ont retrouvé des éléments... Ils ont retrouvé des éléments qui permettent de montrer qu'il y avait un château royal à cet endroit-là. Après, avec la vase, c'est très très difficile, on n'a pas des gros moyens. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ensuite, il y a autre chose. Je ne sais pas si c'est en rapport. Il faut savoir qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cette zone d'Heligoland, donc vestige de l'Atlantide, a été complètement bombardée. Donc, ça a dû également faire du grabuge. Mais d'une manière générale, c'est d'une part le fond vaseux qui fait que c'est très difficile, ça peut même être dangereux la vase, je me rappelle, donc il faut des gros moyens. Et d'autre part, c'est ce que je disais au début de l'émission, il y a vraiment une idéologie très très forte dans les institutions politiques, que ce soit chez les francs-maçons ou chez les religieux abrahamites. Ils ont le même dogme anti-Atlantide, anti-Europe, on va dire, et ils sont vraiment pro-orientaux. Pour eux, tout doit venir d'Orient, dans le pire des cas, de Méditerranée aux alentours. Ils sont vraiment dans un dogmatisme. Je pense qu'ils ont un projet de faire revenir leur Messie. Moi, je ne suis pas croyant, donc je pense que ce sont des histoires, tout ça. Mais je pense que pour réinstaller une dictature, une nouvelle religion mondiale, ce serait pour eux le panard, quoi. Donc, ils veulent utiliser les anciennes religions pour faire un remède, je pense. Et on retrouve chez les francs-maçons autant que chez les chrétiens, les musulmans ou les juifs, on retrouve cet attachement à Jérusalem, toujours. Les francs-maçons qu'on dit laïcité, anti-chrétien, ça me fait doucement rire. Ils ne parlent que de reconstruire le temple de Salomon de Jérusalem, ils ne parlent que de faire redescendre la Jérusalem céleste. Donc voilà, les choses sont claires. Il y a aussi la politique, clairement, qui empêche de dévoiler ces informations. IDFM 98 de la bande FM, c'est la deuxième partie de cette émission. Nous retrouvons Oleg de Normandie et nous parlons de l'Atlantide, nous parlons des Vikings. Ok, là on va revenir un peu sur
sur cette île qui a été bombardée pendant la guerre. Il y a des photos sur le livre Esprit Viking. C'était un petit banc de sable qui restait à la surface, on peut dire, et qui a été détruit. Il y a encore des photos qui datent avant de la destruction. Et tu as fait une vidéo aussi en disant que à Nîmes, je crois, il y avait une pyramide qui a été détruite. À Nice. À Nice, pardon, à Nice. Oui. Alors là, on va passer au dossier. C'est du lourd. Oui, parce que ça m'a tellement étonné. Oui, alors à Nice, il y a une pyramide effectivement qui a été détruite totalement en 1975. Source Nice Matin, donc c'est pas rien, c'est un journal quand même reconnu, Nice Matin. Il y a des photos sur Internet, c'est très facile à trouver. Dans les archives cadastrales, tout ça, ça existe, hein, c'est en 75, donc c'est récent. Une pyramide pas aussi, réussie que la pyramide de Khéops à Gizeh, plutôt une pyramide à terrasse, mais il y a différentes photos en plus qui nous permettent de voir les transitions de la destruction. Et on voit que c'est vraiment une pyramide faite de l'homme, hein. Il n'y a que de la pierre, que des pierres, des tonnes de pierres. Elle faisait 50 mètres de haut, je crois, elle était immense. On l'a détruite dans le silence le plus total. Ensuite, on a Alésia. Alésia, pareil, c'est un homme politique qui a décrété son emplacement, c'est pas un scientifique. À savoir, c'était Napoléon. Il y a 4 sites qui se battent pour dire c'est moi le vrai Alésia. Quand il y a 4 sites comme ça qui se battent, mais que sur les 4 sites, il y en a un qui est détruit. Encore une fois, il y a eu une destruction du site de Guyon. Et bizarrement, pareil, c'est passé en silence au niveau médiatique. Heureusement, on a sauvé l'autre moitié du site. Ce site n'a pas été totalement détruit, d'Alésia. C'est grâce à Malraux, un dénommé Malraux, hein, c'est un nom célèbre. Dans les années 60, il a réussi à obtenir le gel du site. Donc, on ne peut plus faire de fouilles dans cette Alésia potentielle, parce que c'était ça où on finissait de tout détruire. Donc il a obtenu un gel de 99 ans, on peut plus faire de fouilles, mais on peut plus détruire non plus. Donc en espérant que un jour on aura enfin un pouvoir politique non totalitaire, non idéologique. Et bon, il n'y a pas besoin d'avoir regardé tous les épisodes de Colombo pour se douter que ce site, si on a voulu le détruire comme ça, et ensuite il est évident, parce que ça a été démontré par les travaux de Bernard Fèvre, mais également par les emplacements géométriques des anciens, comme je vous disais au départ, le réseau vert, c'est évidemment Guyon qui est bel et bien le vrai site. Donc on a tenté de détruire le vrai site d'Alésia. Il faut savoir que Alésia, par rapport à d'autres villes également, qu'il est situé exactement à 366 miles de Stonehenge en Angleterre, qu'il est situé également à une distance significative de la pyramide de Gizeh, qu'il est également montré par François Mitterrand, mais de façon hermétique, uniquement pour ses confrères, via le site de Cergy Pontoise qui s'appelle l'Axe Majeur, où l'on voit d'ailleurs quelle est la confrérie de M. Mitterrand, puisque cet Axe Majeur désigne la pyramide romaine d'Autun, donc qui symbolise la prise de pouvoir romaine. Donc en fait, on a toujours encore aujourd'hui des confréries qui datent de l'Empire romain, dont faisait visiblement partie M. Mitterrand, signale donc aux initiés, puisque nous sommes des chercheurs, nous avons vu que cet axe majeur pointait vers cette pyramide romaine, mais pendant des dizaines d'années, personne ne l'a jamais su, vous voyez. Il y a la pyramide du Louvre aussi. Oui, voilà, il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes, mais beaucoup moins significatives, parce que l'axe majeur, il pointe vers cette pyramide romaine, et ensuite, il y a un axe mineur un peu caché avec une pyramide qui est dans l'eau à Cergy, et qui représente, on le sait bien, la pyramide de Gizeh, et elle pointe vers Alésia, comme si, hermétiquement, il voulait indiquer l'emplacement du vrai Alésia. Alors, est-ce que M. Mitterrand voulait rendre aux anciens bâtisseurs ancêtres des Gaulois le fait qu'ils étaient les auteurs de ces anciennes constructions, des grandes pyramides et compagnie, peut-être, ou alors, tout simplement, il voulait simplement marquer l'emplacement pour ses collègues, pour qu'ils puissent aller détruire ce site dès que la levée de l'interdiction serait passée, les 99 ans seront passés. On ne sait pas, je ne sais pas de quel côté était Mitterrand, mais il semblerait quand même, puisque là il y a un autre dossier qui est tombé, qu'il soit encore une fois du côté des idéologues orientalistes anti-atlantiques, puisqu'il aurait apparemment déplacé, ça c'est à mettre entre parenthèses, mais il aurait déplacé également un site gaulois, c'est-à-dire fait croire qu'un site gaulois se trouvait à un autre endroit pour pas qu'on puisse faire de fouilles.
Donc bon, je ne sais pas, hein, mais... Il y a aussi l'Arche de la Défense, il n'y a pas que les pyramides, il y a les arches aussi, hein, sous Mitterrand. Bon, on va laisser Mitterrand. Où est-ce que j'en étais? Alors, tous ces sites, Karnak, Stonehenge, ça a été construit par qui, à ton avis? Alors, pour moi, tout ça, c'est issu de la civilisation donc, de l'Atlantide, qui est une civilisation, donc... alors, la racine de l'Atlantide, je ne sais pas, mais en tous les cas, pour moi, les choses sont simples. Je pense tout simplement que cette civilisation, comme n'importe quelle civilisation, s'est développée au fur et à mesure, qu'elle a découvert les mathématiques, qu'elle a découvert tout un tas de connaissances, et ensuite, elle a commencé à construire des monuments faits pour durer, faits pour transmettre à travers les âges, puisque aujourd'hui, on a donc la trace de ces monuments, et on voit donc qu'ils maîtrisaient la géométrie avancée bien avant ce qu'on était censé connaître à leur époque. On sait qu'ils maîtrisaient également des unités comme le mètre. Ils connaissaient la circonférence de la Terre. En fait, ce qu'ils nous disent, ces pierres, c'est que nous avons eu une civilisation avancée et intelligente qui nous a précédés, et ils nous permettent de sortir de l'idéologie linéariste, du développement linéaire dans laquelle nous sommes enfermés, et ils nous montrent d'autres perspectives. Voilà, pour moi, ce sont tout simplement nos ancêtres, ce sont les ancêtres de l'humanité. Donc il est probable que ce soit parti d'Europe, mais ce n'est pas le but en fait de la chose. C'est simplement de montrer que cette civilisation de l'Atlantide, par ces merveilles du monde, par ces monuments, ils étaient tous reliés les uns aux autres. Et quand on demande aux Mésoaméricains rescapés du génocide espagnol, ils ont tous le même récit, à savoir que ce sont les anciens, j'ai envie de dire, Atlantes, qui sont venus leur apporter beaucoup de connaissances, avec qui ils ont construit ces bâtiments. Ils décrivent ces personnages, ils venaient sur des bateaux, ils étaient blancs, ils avaient une longue barbe. Donc là, on a un peu la description de Panoramix qui arrive sur un drakkar qu'on qualifierait de viking aujourd'hui. Donc, c'est vrai qu'il est tout à fait probable que ce soit d'abord les Européens qui se soient penchés sur cet art de la construction et qu'il l'ait ensuite diffusé aux autres peuples. Oui, parce qu'on nous fait croire quand même que les Européens étaient quand même en retard par rapport à toute cette Afrique qui avait des milliers d'années d'avance sur nous, l'Égypte, etc. On nous fait croire que quelque part, toute l'Europe du Nord, c'était des barbares. Exactement. Il y a, moi aujourd'hui, avec le recul, je le dis tel quel, il y a une inversion totale des choses. On fait croire effectivement que l'Europe a été civilisée par l'Empire romain, a été adoucie par le judéo-christianisme. Mais tout ça, c'est de l'idéologie et ça repose sur pas grand-chose. Ça repose sur des sources écrites par ces idéologues qui passent leur temps à écrire l'histoire des autres. Je pense notamment à nos fameux moines, nos moines chrétiens qui n'ont jamais parlé de leur culpabilité dans la traite des Nordiques, dans la traite des Germains, dans la traite des Gaulois. Ils n'ont jamais parlé de l'esclavage dans leurs textes. Et ils ont toujours voulu masquer leur responsabilité en écrivant simplement les Vikings sont des barbares, ce sont des démons. Et voilà, et ça, quand on regarde l'histoire après, on se dit ah ouais, d'accord, il valait rien. Comment elle s'appelle cette série qui parle des barbares, justement, des peuples nordiques? Il faut savoir que la culture concernant les Vikings, toute la culture cinématographique qui est produite, on a toujours une image des Vikings qui est écornée, qui n'est pas du tout fidèle à la réalité, et parmi lesquels le trait exagéré de la violence. Ça, c'est clairement faux. Il n'était pas plus violent que n'importe quel autre peuple. Ça, c'est vraiment de la propagande. Aujourd'hui, vous avez vraiment toutes les industriels du cinéma, de la culture, qui sont clairement reliés à l'idéologie orientaliste, que ce soit par la franc-maçonnerie ou par les lobbies religieux. Et donc, ils vont tous diffamer les Vikings. Après, il y a peut-être une ou deux séries qui est un peu plus respectueuse. Mais même là, vous serez à des années-lumière de la vérité. Moi, je me rappelle de la série Viking, la première qui est probablement la plus respectueuse. On nous fait croire que les Vikings découvrent l'Angleterre à cette époque, alors que on sait parfaitement qu'ils allaient déjà en Amérique depuis des siècles, en fait. Ils connaissaient déjà toutes les cartes
de la Terre, puisque en tant que descendant atlante, il connaissait ces informations. Le problème, c'est que en face, les Romains, les catholiques, eux étaient des peintres concernant tout ce qui est science, parce que ce n'étaient pas des scientifiques, c'était des hommes politiques, ces gens-là. Donc ils connaissaient strictement rien à la navigation, ils ont toujours ignoré comment aller en Amérique, et donc c'est pour ça qu'ils ont réinventé une histoire avec Christophe Colomb, qui a soi-disant découvert l'Amérique. Alors il faut savoir que c'est typiquement les méthodes employées par les ingénieurs sociaux. Ils ont jalousé et ils ont réécrit une histoire en faisant croire que ça avait été découvert à ce moment-là. Ils ont regardé leur propre histoire, ils ont décrété que c'était la même pour l'humanité. Donc ils ont décrété que les mathématiques avaient été découvertes à telle époque, que ceci a été découvert à telle époque, par rapport à leur propre prise de connaissance de la chose. Mais en fait, pendant des siècles, les Vikings allaient en Amérique depuis déjà très longtemps, et ils ne donnaient pas ces cartes aux Romains, et tant mieux, aux catholiques. Et c'est que quand les catholiques ont réussi à voler les cartes laissées par des Vikings dans des provinces qu'ils ont reconquéries derrière, qu'ils ont enfin pu aller en Amérique avec le fameux Christophe Colomb. Oleg, tu as dit aussi qu'il se passait quelque chose avec les runes en ce moment. Dans le nord de l'Europe, il semblerait que les runes ne soient plus bien acceptées. Est-ce que c'était leur écriture déjà? Est-ce que c'était l'écriture des Vikings? Oui, tout à fait, ça c'est entériné. Les runes étaient l'écriture des Vikings, et il y a une campagne anti-runes et anti-culture nordique d'une manière générale qui est lancée depuis déjà pas mal de temps, donc par ceux qui ont le pouvoir. Et donc ils ont parlé de faire interdire les runes en Suède. Donc ça a été étudié par les politiques de Suède. Bon, ça n'a pas été entériné évidemment, mais ça a été discuté. Donc c'est quand même très révélateur quand on sait que les runes, c'est l'écriture ancienne des ancêtres de ce peuple suédois. Donc quand on veut interdire l'écriture de vos ancêtres, je pense qu'il y a un problème quelque part. Il y a un vrai problème idéologique et démocratique. D'autant que ce n'est pas la première fois, puisque aux Jeux Olympiques d'hiver de l'année dernière, l'équipe de Norvège, cette fois-ci, possédait un équipement pour sa compétition de ski, sur lequel elle avait 2 runes de gravées, la rune de l'arbre et la rune du courage et de l'honneur, la rune de tir. Et bien, ces équipements ont été interdits. Voilà, les instances ont décrété que ces équipements étaient des incitations à la haine ou des incitations au racisme. Or, tout ceci est vraiment du mensonge de A à Z. Ouais, on a le droit de mettre un Nike, mais on n'a pas le droit de mettre une rune. Voilà, exactement. Bon, ça c'est intéressant. Alors, est-ce que tu pourrais nous faire la synthèse un peu de l'esprit viking, c'est-à-dire quelles étaient leurs façons de vivre? Qu'est-ce que tu pourrais dire? On sait qu'il déjà sur le pouvoir, il était pas accordé par droit divin, c'est-à-dire par droit de succession. Comment ça se passait déjà? Cette société que les Vikings ont été les derniers à incarner était la société donc primordiale de l'Atlantide. C'est une société basée sur l'humain. Le but déjà dans la vie, c'est de se trouver soi-même. Et là, on va toucher à ton sujet de l'ésotérisme, puisque ces gens croyaient profondément qu'ils pouvaient s'élever spirituellement jusqu'à entrer en symbiose avec la nature ou en symbiose avec le monde divin. Donc c'était des gens extrêmement spirituels et c'était des gens donc très attachés à la vérité, des idéalistes qui étaient vraiment, beaucoup d'entre eux avaient cet objectif, et donc surtout les druides, de s'élever spirituellement et d'accéder à des niveaux de conscience supérieurs. Mais cette idée de recherche de beauté, elle était présente dans toute la société. Donc c'est ce que tu vas retrouver chez ces bâtisseurs qui ont bâti donc les plus belles merveilles du monde. C'est cette recherche du beau, de l'idéal. Après, on a également le courage chez les guerriers, donc très très réputés ces guerriers. Mais ils n'étaient pas si violents que ça. En fait, ils sont restés violents dans l'esprit des judéo-romains parce qu'ils ont eu affaire à eux. Et effectivement, le guerrier, on va dire, ça va être celui qui va se sacrifier pour les siens, pour continuer à vivre selon les idéaux de l'Atlantide. Donc des guerriers qui n'ont pas peur de la mort, puisque pour eux, si tu veux, la vie, elle est comment dire, tout spirituelle, elle est dans l'esprit. Oui, et puis ils pensent qu'ils sont immortels aussi. Les armes à la main, que de vivre en n'ayant plus la liberté de penser et d'être
qu'ils avaient auparavant. Pour eux, tout est esprit, donc le corps passe après. Donc si on les empêche de penser, de vivre comme ils le veulent, mais ils passent systématiquement au combat. Donc ça, c'est lié également à leur vision spirituelle des choses, la réincarnation, le karma. Pour eux, mourir au combat, c'est au contraire, c'est un honneur, mourir pour ses idées. Ensuite, ce que je peux te dire au niveau matriarcal, quelle était la place dans la société des femmes? Quelle était la place des femmes? La place des femmes dans la société, elle est tout à fait équilibrée. C'est vrai qu'on a tendance à dire que c'était une société matricienne, avec le matriarcat. Encore une fois, je pense une ruse dialectique de la part des ingénieurs sociaux qui visent en fait à exploiter le genre humain, d'avoir toujours su opposer les hommes aux femmes, en parlant d'une société soit patriarcale, soit matriarcale. Donc toujours une rivalité. Tout ceci est faux. Il existait dans la société atlante ou viking une société ni patriarcale ni matriarcale, une société tout simplement équilibrée. Disons que les femmes effectivement avaient tous les droits, hein, comme aujourd'hui en fait. Et elles étaient en fait, c'est vrai, elles plus penchées sur tout ce qui va être ésotérique, pour la bonne et simple raison qu'il semblerait qu'elles ont des prédispositions pour accéder à ce qu'on appelle l'Augur, ou l'âme du monde, ou le Cider, la magie, ou le Cid. Cider, c'est le Cid, si vous voulez, la magie et l'autre monde chez les Celtes. Et ces prédispositions purement naturelles et physiologiques favorisaient en fait pour ces femmes l'accès à la médecine magnétique, l'accès à des tas de compétences qui leur permettaient de guérir des femmes, on va dire qu'on va retrouver surtout en haut de la société par rapport aux fameuses druides ou vulva en norrois. Chez les Vikings, elles avaient autant de droits que les hommes. Oui, alors on dit qu'ils ont complètement disparu, c'est-à-dire que c'est une civilisation disparue, les Vikings. C'est ce que moi j'avais retenu de ce que j'avais appris, comme s'ils s'étaient évaporés dans la nature. Et en vérité, ils ont pas, il en reste. En fait, il en reste. Je pense qu'il reste l'esprit des Vikings, l'esprit des hommes libres. Ça, oui, il en reste. Mais après, une société qui puisse manifester cet esprit, au niveau global. Malheureusement, je crois qu'en tout cas en Europe, ça n'existe plus. Ça existe sans doute encore dans certaines tribus africaines, américaines et asiatiques, dans des pays peu développés. C'est ça, je crois qu'il faut retenir des Vikings, des Gaulois. C'est vraiment l'équivalent en termes de mode de vie et de société de ces tribus méso-américaines, de ces tribus qui vivent en harmonie avec la nature, qui sont libres. Après, ce n'est pas similaire, ils ne vivaient pas exactement de la même façon, mais c'est cet idéal de liberté, de ne pas se mettre de contraintes, et que chaque humain soit libre. Et puis ce respect, cet énorme respect pour les animaux, ça il faut quand même le souligner, quand on parle de sacrifice. Encore une fois, c'est un abus de la part des ennemis des Vikings, que d'avoir prétendu qu'ils passaient leur temps à sacrifier des animaux, ou même des humains pour leur dieu. C'est faux, c'est un détournement. En réalité, les Vikings respectent tellement les animaux qu'ils ne peuvent pas tuer un animal, même pour le manger, même en cas d'extrême nécessité, sans un rituel religieux. En fait, il y a tellement de respect pour la vie que même pour un besoin de survie, il y a un rituel religieux à respecter. Tu vois, il y avait une réglementation pour manger en fait les animaux, tout simplement. Ce qui fait que la chasse sacrée, c'est ça en fait, c'est une chasse réglementée. Et pareil, quand on sacrifiait un taureau ou un bœuf, c'était pour dire là on va manger du bœuf, mais sinon ils ne mangent pas de bœuf. Tu vois ce que je veux dire? Ils ne mangeaient pas, c'était pas des charognards quoi. Loin de là, il y avait un immense respect pour les choses de la nature. C'est vraiment une vision du monde aujourd'hui, on peut pas comprendre. Enfin, la recherche de l'harmonie avec la nature, le divin, les autres. Oui, et puis alors, en ce moment, on nous dit que tous ceux qui sont un peu réfractaires à cette nouvelle politique qui est appliquée en France sont des Gaulois. C'est-à-dire, c'est péjoratif de dire qu'on peut être des Gaulois. Hein, c'est comme les Vikings, c'est-à-dire, ça serait des peuples arriérés qui vont pas vers l'évolution. Tout à fait. Il y a cet amalgame qui est fait par les élites. Il y a ce côté, on veut leur donner un côté sympa, franchouillard, mais inférieur. C'est vraiment un abus total.
Les Gaulois, effectivement, ce sont en fait des Vikings qui se sont sédentarisés. On retrouve les mêmes symboles, le même mode de vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux, le peuple enraciné, où qu'il soit, c'est un petit peu la cible privilégiée des idéologues qui veulent installer un totalitarisme, parce que ce sont des gens enracinés, donc qui dit enracinement dit tradition, dit principe, dit attachement à des choses, alors qu'effectivement, un migrant, par exemple, une personne qui vient d'arriver dans un pays, il va pas être là pour revendiquer un certain mode de vie. S'il a choisi de venir dans ce pays, c'est de manière générale, c'est pour jouir de certaines choses. Il ne va pas avoir de revendications politiques. Donc il est clair qu'aujourd'hui les Gaulois sont la cible du système politique, exactement comme dans d'autres pays, les autochtones sont la cible. Est-ce qu'ils écrivaient? Est-ce qu'on a des écrits sur les Vikings? Est-ce qu'il y a des... Oui, bien sûr, ils écrivaient, comme je disais, l'écriture c'était les runes. Ils écrivaient en système runique, en système ogamique aussi chez les druides. Quand on a fait interdire les runes, les Romains ont fait interdire les runes, les druides ont pris le système ogamique. Ils écrivaient moins. Ils écrivaient moins parce qu'ils avaient une philosophie du vivant. Il fallait que les choses soient en mouvement vivant. Donc, ce qu'ils laissaient comme trace, c'était surtout symbolique. C'est vrai qu'ils étaient plus dans la tradition orale, mais en réalité, les textes ont été brûlés, tout simplement. Les textes ont été effacés. Et pour te prouver que l'écriture est très très ancienne en Europe occidentale, il y a tout simplement les découvertes de Glosel. Je ne sais pas si tu connais. Non. Alors Glosel, c'est un site tout près du Massif central, dans lequel on a retrouvé 111 caractères datés de 8000 à 17 000 ans. C'est une fourchette. Plus exactement de 8000 avant Jésus-Christ. Donc une ancienneté de 10 à 17 000 ans. Et parmi ces symboles, on retrouve des écritures runiques. On retrouve la gamme des 24 runes, mais on retrouve également ces fameuses roues solaires, connues chez les Celtes. On retrouve des symboles qu'on retrouve dans l'écriture linéaire B, qui est censée avoir été créée en 1500, 1800 avant Jésus-Christ. Et bien tout ça, on a trouvé des éléments dans une grotte, donc au frais, j'ai envie de dire, bien conservé. Et en plus, la datation est sûre, puisque c'est sur des os. On a trouvé tout ça. On a vraiment, avec Glosel, une énorme encore anguille sous roche qui a été tue. Ça a été tue par les institutions. Voilà, oui, ils écrivaient, ils étaient, même quand on regarde leur construction mégalithique, ils étaient très très intelligents, ils étaient finalement en avance sur l'histoire officielle, en avance sur leur temps, puisque tu prends par exemple les alignements de Karnak, les alignements de toutes ces pierres mégalithiques, ils font des figures géométriques de niveau Pythagore. Oui, alors ces alignements de Karnak, ça c'était pour quoi faire? C'est quoi? C'est des tombes, c'est quoi? À Karnak, c'était pour transmettre. C'était pour montrer justement qu'il y avait des connaissances à cette époque-là, pour transmettre à la prochaine civilisation, pour durer. Et deux, il y aurait, alors ça c'est encore spéculatif, mais au niveau ésotérique, leur grande connaissance ésotérique leur aurait donné cette science parallèle, on va dire, on pourrait dire quantique, des énergies dites telluriques, des énergies dites célestes, tu sais, les énergies magnétiques là, que la science moderne est en train de doucement retrouver, mais dont nos ancêtres apparemment avaient déjà la maîtrise. Donc c'est quand même ballot. Tu comprends, il y a aussi beaucoup d'orgueil de la part de notre civilisation de ne pas vouloir accepter qu'ils sont dépassés par des ancêtres qui ont vécu il y a 10 000 ans. Tu vois, ça fiche tout en l'air. Ça fiche en l'air leur paradigme mensonger qu'ils font manger à l'éducation nationale. Mais donc ces pierres, ces alignements de pierres permettraient de récupérer des courants énergétiques subtils, telluriques, et ça pourrait permettre d'activer des guérisons, de peut-être également de percevoir justement, tu sais, le monde qu'on dit parallèle. Tu sais qu'en Amérique du Sud, ça tu dois le savoir, il y a la fameuse boisson ayahuasca, oui, qui permettrait d'avoir des perceptions de l'autre monde. Eh bien, il est possible, mais bon là, on est quand même dans le spéculatif, il est possible que en méditant sous un dolmen, tu puisses avoir ces perceptions que tu as avec l'ayahuasca, tu vois. Ouais, bon, on va essayer, on va essayer d'aller méditer. Faites attention quand même parce que c'est comme des centrales électriques, tout ça, et comme il y a énormément de pierres qui ont été détruites par les fanatiques chrétiens, c'est un peu comme mettre sa tête dans un micro-ondes peut-être.
ou tu vois, rentrer dans une centrale électrique où tous les fils ont été cassés, c'est dangereux, c'est hyper dangereux. Donc non, je déconseille sincèrement d'essayer de méditer dans un dolmen. Par contre, je conseille l'étude de la chose. Voilà. Ouais, et puis tu parles sur une de tes vidéos aussi de ces pierres qu'on trouve un peu partout. En Normandie, t'en as à côté de chez toi, des espèces de gros cailloux qui sont par terre. Oui, tout à fait. En fait, il y a énormément de restes mégalithiques sur tout le territoire. Il n'y a pas qu'en Bretagne. En fait, ils ont été officialisés en Bretagne, mais la Bretagne, c'est, allez, on va être gentil, on va dire 50%, même pas 40% de ce que compte de mégalithes la France. Donc, tu as énormément de mégalithes. Par exemple, dans le Limousin, tu fais une ligne entre Montpellier et la Normandie, une autre ligne entre, je sais pas moi, Toulouse et la Vendée. Dans cet axe-là, tu as énormément de mégalithes, énormément. Et donc, il y en a en Normandie, effectivement, il y en a partout. Et souvent, si vous avez l'œil, vous baladez, vous allez tomber sur des grosses pierres comme ça. Et moi, une fois, je suis tombé sur un site qui ressemblait vraiment à un site préhistorique de type Atlantide. Avec, ils organisaient les cités en fait en cercle. Donc, ils mettaient des pierres pour faire ce cercle. Ils recherchaient également une rivière qui entourait ce cercle, comme l'Atlantide en fait. Toujours sur une petite colline aussi, une petite éminence. Donc, tu avais en haut de la colline le sanctuaire principal, type Stonehenge, avec plein de pierres. Et puis ensuite, tu avais différents niveaux et tout autour, donc de l'eau. Récemment, j'ai trouvé ce type d'architecture tout à fait par hasard, qui est laissé à l'abandon avec des pierres qui sont en train de s'enfoncer dans la terre. Des pierres gigantesques à vue de nez, peut-être 6 mètres de haut sur 1,50 m de diamètre, tu vois, voire 2. Notamment avec les millénaires, les siècles, les pierres s'enfoncent. C'est laissé complètement à l'abandon, c'est comme si ça n'existait pas. Alors qu'au Moyen-Orient, là, on fait des recherches poussées, on va même rechercher sous terre des vestiges mégalithiques qui n'étaient plus du tout visibles à l'œil, mais on a été les chercher pour, encore une fois, démontrer tout vient d'Orient, la religion abrahamique, c'est vraiment la vérité. Tout vient d'Orient, mais aussi la démocratie, les Grecs avec la démocratie. C'est faux aussi, parce que, en fait, la démocratie, elle vient de l'Atlantide, elle vient des Gaulois et des Germains. C'est la fameuse assemblée. Le Ting chez les Vikings, c'est l'assemblée. C'est-à-dire que c'est eux qui sont les démocrates, en fait. Ils se rassemblent une fois par an au Ting, et chaque homme a le droit de parler, d'exprimer ses opinions. Et le roi n'est qu'un arbitre. C'est pas un monarque totalitaire type Louis XIV. Le roi, il est là, il écoute les requêtes de chacun et il juge. Il juge sous l'arbre sacré, Irminsul, Yggdrasil ou le chêne des druides Erse. Il rend la justice. Donc cette démocratie, elle vient pas des Grecs. Les Grecs l'ont récupérée de l'Atlantide. Les Grecs sont également des héritiers de l'Atlantide. Quand tu vois la civilisation gallo-germanique, c'était des assemblées d'hommes libres, comme on dit. C'est ça qui fait qu'ils sont libres, c'est qu'ils puissent s'exprimer en assemblée. Nous, aujourd'hui, nous ne sommes plus des hommes libres, puisque nous ne pouvons pas du tout nous exprimer. Nous ne pouvons pas voter nos lois de façon locale. La civilisation de l'Atlantide, les pouvoirs politiques étaient localisés. Tu avais des petits rois, c'est pour ça que tu avais beaucoup de rois. Des petits rois qui, par exemple, le roi, je vais schématiser, de Normandie, le roi de Bretagne, le roi d'Île-de-France. Chaque personne pouvait s'exprimer localement et influencer la politique locale. Et le symbole très fort, c'est le symbole, si tu veux, de Poséidon, qui juge sous la colonne de l'Atlantide. Ça, tu le retrouves partout. Je vais te donner un exemple aussi qui prouve que la France du Moyen-Âge, à un moment donné, a été très atlante, très viking, si je puis dire. C'est avec le roi Saint-Louis. Alors, Saint-Louis, c'est Louis IX. Il a été un roi du XIIIe siècle, très, très populaire, un grand roi. Et bien, lui, il a réinstauré cette politique et cette coutume des assemblées. Sous les arbres. Voilà, le roi Saint-Louis faisait un signe, en quelque sorte, à l'image de Poséidon. Il jugeait sous un chêne et il écoutait les requêtes de tous les petites gens, les paysans qui avaient subi des abus de la part de la noblesse. On a maintes photos de Saint-Louis qui juge sous l'arbre sacré avec l'épée qui est là pour trancher. Donc on a Saint-Louis, ce roi quelque part à l'image du roi de l'Atlantide, qui nous démontre bien la réalité de cette démocratie gallo-germanique atlante. Tout n'a pas toujours été noir ou blanc. On voit qu'au Moyen-Âge, il y a eu des retours vers ces valeurs. On va rappeler que le livre Esprit Viking est sur ton site. Alors, je conseille, oui, Le Secret de l'Atlantide. Ils peuvent le trouver sur Amazon ou sur mon site espritviking.com. Il y a deux sites en fait, parce que j'ai séparé l'Esprit Viking, qui parle également un peu de sport et d'alimentation. Et il y a le site pagans.eu, mais les deux sont reliés. Donc. Je te remercie Oleg de Normandie. Merci à toi également Joël, merci. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire pour terminer l'émission ?
Comment on peut les reconnaître, les Vikings? S'il y en a encore, est-ce que du point de vue ADN, il y aurait un ADN un peu différent? Comment on peut les reconnaître? Je pense que c'est pas une question d'ADN, je pense que c'est une question d'état d'esprit, une question d'âme qui anime l'individu, cette envie de vérité, de justice, de liberté. Pour moi, le Viking, c'est vraiment l'homme libre qui veut s'émanciper, également qui n'a pas peur éventuellement de lutter pour atteindre l'émancipation. C'est avant tout un état d'esprit qui peut habiter n'importe qui. Merci Oleg de Normandie, merci à toutes ces vidéos qui nous font réfléchir sur les origines de l'humanité quelque part et sur cet esprit viking. Merci beaucoup, esprit viking. Merci à toi Joël, merci à l'équipe de Radio Anguin. Oh, mes amis, ne sombrez pas dans le complotisme, s'il vous plaît. Je vous le demande aujourd'hui, mes amis, et s'il vous plaît, ne sombrez pas dans le complotisme, s'il vous plaît, non. Le complotisme, c'est quand tu crois pas la version de la télévision. Ou alors je te dis, mes amis, ne sombrez pas s'il vous plaît dans le complotisme. Non, s'il vous plaît, c'est pas bien. Ne tombez pas s'il vous plaît, ne sombrez pas dans le complotisme. Le complotisme, c'est quand tu crois pas la version de la religion. C'est pour ça que je te dis, s'il te plaît, toi mon ami, fais attention, ne sombre pas dans le complotisme. Je vous le demande humblement, je vous le demande simplement, mais je vous le demande quand même tout le temps, ne sombrez pas dans le complotisme. Le complotisme, c'est quand tu crois pas la version de la science-fiction. Ouh, non, 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 non. Complotisme, c'est quand tu crois pas la version de la télévision. Non, 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 le complotisme, c'est quand tu crois pas la version de la science-fiction. Tu sais, le complotisme, c'est quand tu crois pas la version de la religion.